Italia hanno riaffermato la loro fede e la loro certezza nell'avvenire della patria. Preceduti dalle medaglie d'oro Barracu e Borsani, i mutilati hanno recato corone di alloro al monumento ai caduti milanesi. La medaglia d'oro Borsani ha rivolto commosse parole ai mutilati ed agli ex combattenti, concludendo: le armi ed il lavoro, espressione della fede ritrovata, ristabiliranno l'equilibrio rotto dal tradimento e dalla defezione. Ancora una volta i liberatori hanno compiuto una feroce incursione su Padova, bombardando case civili, edifici pubblici, ospedali, chiese, quartieri del popolo, il cimitero. Il Tempio della Pace è gravemente colpito. La rabbia nemica è passata sulla città come una folata tremenda ed ha lasciato, specie nelle zone centrali e settentrionali, i segni della distruzione e della morte. Reclute dei battaglioni Genio in addestramento in una località dell'Italia settentrionale. Canale della Manica. Protezione ai convogli germanici. Le mine vengono fatte esplodere a colpi di cannone. Siluranti in servizio di protezione lungo le coste atlantiche. Allarme aereo. Caccia tedeschi ad alta quota intervenuti in appoggio alle siluranti attaccano gli aerei nemici e per effetto della rarefazione dell'aria compongono nel cielo strane cortine di vapore. Al Teatro Adriano, il generale Meltzer e l'ispettore Pizzirani hanno personalmente distribuito indumenti e doni.
Anche nell'ora difficile, la schietta solidarietà del partito verso il popolo testimonia l'amorevole e costante azione del fascismo in favore dei lavoratori. A Roma, la Federazione dei Fasci Repubblicani, in collaborazione con il Dopolavoro e l'Opera Balilla, ha fatto preparare in occasione dell'Epifania oltre 170.000 pacchi, contenenti generi alimentari ed indumenti di vestiario, che sono stati distribuiti ai bimbi degli sfollati, dei sinistrati e del popolo. Nei teatri dell'Urbe ha avuto luogo la distribuzione fatta dalle donne fasciste, in un'atmosfera di gioia, tra i vivi applausi dell'enorme folla presente. Oui, alors l'épiphanie, il ne s'agit pas de l'épiphanie, la nôtre, hein, l'épiphanie chrétienne, il s'agit de la Befana del Duce, qui est une fête fasciste, où traditionnellement, d'ailleurs en France aussi, dans les réseaux fascistes, dans les faisceaux en France, on distribuait des friandises et des jouets aux enfants. Alors là, on ne distribue plus des jouets, mais on distribue des vivres, parce que les temps ont changé. Nemmeno 4 mesi fa, la vita e la storia di un popolo fra i più illustri del mondo apparvero bruttati per sempre da un livido peso di vergogna, di morale miseria, di tradimento. Era tutto perduto. Tutto, come disse il capo, era terra bruciata. Ma per un miracolo che forse solo la nostra Italia alle volte sa mostrare, un pugno di credenti e di fedelissimi si raggrupparono e non disperarono. Perciò, questo d'oggi non è un giornale luce qualsiasi, ma è una testimonianza schietta ed aperta della bandiera della patria finalmente risollevata. 9 febbraio, giorno del giuramento del giovane esercito repubblicano. Ecco Rodolfo Graziani, l'intrepido soldato che per primo dette nome ed esempio. Giura e sottoscrive il condottiero, il vincitore d'Africa, l'animatore d'oggi che per primo bacia il tricolore della rinascita nella sede del Comando Supremo. Lo seguono i generali che hanno accolto il suo invito, uomini tutti noti alla nazione, provati al fuoco e alla lotta. La stessa scena in ogni comando, dove risuona la formula solenne e commossa che tutti accomuna di qualunque grado nell'impegno solenne. Lo giuro dinanzi a Dio e ai caduti per l'unità e per l'indipendenza della patria. Sono gli uomini di tutte le specialità, dai fanti alle camicie nere, ai carabinieri rimasti fedeli alla patria e alla più vera consegna. Giurano le milizie speciali. Nel bacio della bandiera
sentimento e parole si saldano nei petti generosi, spontaneamente tornati al servizio, al dovere. Si allineano così, nella ritrovata fiducia, le prime schiere compatte. E in prima linea, primissime, sono le ferree formazioni della Guardia Repubblicana. Intorno comincia a riaccalcarsi quel popolo che sembrava smarrito e il passo legionario risuona scandito e sicuro dietro bandiere e fanfare. Era tutto polverizzato e disperso, ma il Dio della patria, che il sacerdote evoca e prega, non ha voluto che ogni cosa scomparisse. Benedizione e vittoria, soldati e credenti domandano per queste riaperte caserme che finalmente riaccolgono il fiore della gioventù italiana. Un fiore nuovo, che dai volti e dagli aspetti decisi mostra che il giuramento sarà mantenuto a tutti i costi. Rodolfo Graziani, il più grande, il più popolare soldato dell'Italia d'oggi, è testimone garante. La patria sarà salva se tutti vorremo, e questo monito lo intende appieno il primo popolo rinsavito e non disertore, che fa da indimenticabile coro alla volontà dei soldati che giurando chiedono solo il combattimento. Quanta distanza dal primo appello del Teatro Adriano. Dovunque, al grigio verde che ritorna, schiere di popolo si accomunano al giuramento d'amore e di fedeltà. E la crociata diventa così veramente italiana, serrata e impetuosa come le umane intemibili di queste piazze. Di tutte le età accolgono l'ammonimento e i fermi ordini del maresciallo che scuotono gli animi, scacciano ogni stupida attesa, rinverdiscono speranze e sacrifici. Ora non più polemiche opporremo al nemico, ma massicci battaglioni che nelle grandi città del Risorgimento mostrano la volontà indomita della giovanissima Italia repubblicana. Fioriscono dappertutto, intorno a Rodolfo Graziani, continui gentili episodi. Sono donne di popolo, gente, soldati, che dicono ancora una volta al condottiero dell'esercito repubblicano: noi crediamo, noi vogliamo, noi dobbiamo vincere. E nella giornata che resterà nel ricordo e nella storia passano ancora piazze nere e brulicanti che circondano in una stretta d'orgoglio e di ammirazione le nuove impavide formazioni dei figli di La Marmora.
viso di questi veterani e adolescenti c'è lo spirito nuovo che ormai accomuna e definisce tutti i credenti della patria. Si rispalancano i balconi come cuori che si riaprono a nuove speranze nell'acclamazione fremente che commuove e trascina. La prima fede è stata coronata. Le vecchie marce militari risuonano sotto la volta del cielo. Piumetto al vento, gamba sicura, muscoli d'acciaio. Finalmente è rinato l'esercito nostro, agile, potente e sicuro. Eccola la nostra patria di qua dal Garigliano, capace ancora di riunire dopo l'onta e la disperazione nuove armi, nuovi cuori, nuove speranze. D'amore e di rinunce, non può morire e non morirà. Ripete alle folle, nelle soste di città in città, Rodolfo Graziani. Mentre il giuramento esplode sempre in un urlo che vuole esprimere un solo desiderio: combattere. Folle ed armati sono testimoni spontanei e veritieri che la Repubblica è veramente nata. Sì, l'Italia s'è detta, quell'Italia che alla fine renderà tutta l'Italia agli italiani e che il 9 febbraio, liberatrice ed armata, si è ammassata fidente e sicura intorno all'immacolata bandiera che Mussolini ha rialzato. Pierre Milza, moi, ce qui me frappe, après avoir vu ces images, c'est le durcissement des actualités italiennes fascistes de la République de Salo. Tant que l'Italie était en guerre avec les Allemands jusqu'en juillet 1943, les actualités étaient un peu légères, désinvoltes. On a l'impression que la guerre se passait ailleurs. Et là, la guerre civile suinte de tous ces sujets. Vraiment, on sent des gens tendus, des gens nerveux, des gens violents aussi. D'ailleurs, ils viennent d'exécuter le comte Ciano pour trahison quelques semaines plus tôt. Mais on sent que vraiment cette partie fasciste de l'Italie se bat, j'allais dire, consciemment, alors que jusque-là, elle était entrée dans la guerre sans trop savoir pourquoi. Alors jusque-là, c'était l'ensemble du peuple italien. Maintenant, c'est un milieu extrêmement restreint, rassemblé autour de Mussolini. Alors moi, ce qui m'a énormément surpris en regardant ces images, vous avez constaté en même temps que moi, c'est l'absence de Mussolini. Mussolini, on l'a libéré, Otto Skorzeny l'a libéré, et puis il a pris la tête de cet État un peu fantoche, mais il disparaît. On le voit sous forme d'un buste, une photographie, mais alors que dans toutes les actualités fascistes, jusqu'alors il était partout, il disparaît. Pourquoi? Parce que c'est plus lui, en réalité, qui dirige. Ce sont les Allemands, puis c'est les durs. Pavolini, Farinacci, le maréchal Graziani, qu'on est allé chercher, là, le héros de l'Éthiopie, l'ennemi de Badoglio, qui est le véritable chef, en fin de compte. Alors, moi aussi, ce qui m'a frappé, c'est le côté parfaitement bidon, enfin, propagande de ces actualités. On nous dit le serment des soldats italiens en Italie. On oublie de nous dire qu'ils ne sont pas en Italie, mais ils sont en Allemagne pour la plupart. Hitler va réussir à rassembler, enfin Hitler, Graziani et Hitler vont réussir à rassembler environ 4 divisions, comme on verra d'ailleurs qu'à l'extrême fin de la période, en 1945. Et ils sont difficilement recrutés, parce qu'on veut recruter les brigades noires, la milice, une police, et la plupart des jeunes gens ont plutôt envie de partir dans le maquis, et partent dans le maquis. Donc on a véritablement l'impression d'une propagande qui est beaucoup plus forte qu'au moment où le régime était lui-même puissant, solide. Mais effectivement, on est en pleine période de guerre civile et de radicalisation. La République de Salo, ça a vraiment été quelque chose de très féroce. Et puis alors, en Italie du Nord, il y a une résistance communiste, ou pas communiste, des grèves, etc., qui vont se développer
et qui vont accroître ce caractère de double guerre civile. Ah, tout à fait. D'ailleurs, mars 1944, il y a deux événements qui sont extrêmement importants, résistance communiste et non communiste d'ailleurs. Il y a la grève générale, il y a une grève générale d'une semaine, qui est quand même quelque chose de tout à fait considérable dans toute l'Italie du Nord, hein, pour résister. Et puis, autre forme de résistance, la guérilla urbaine. À Rome, il y a un attentat qui fait 32 morts parmi les Allemands, et les Allemands répliquent par un massacre d'otages. On peut voir le monument, le mont Valérien italien, c'est les Fossés Ardeatines, près de Rome, hein, près de la Via Appia. 335, dont 100 juifs qui ont été fusillés, sans que Mussolini, qui avait été sollicité, fasse quoi que ce soit pour empêcher ce massacre, de même qu'il n'avait rien fait pour empêcher qu'on fusille son gendre et 4 autres dirigeants fascistes en janvier 1944. Bien, on va voir les actualités françaises, qui elles aussi commencent à harceler la guerre civile. Au palais de Chaillot, Léon de Grelle, chef du rexisme belge, prend la parole au cours d'une manifestation organisée par la Waffen-SS française, la LVF et la milice française. Une chevalerie s'est créée au front. Le front, c'est l'école des hommes. C'est là que l'on voit les tempéraments. On nous dira, oui, mais il y a la politique. Justement, nous sommes des soldats politiques. Des masses immenses d'Asie, c'est des masses dont on ne peut rien espérer. Il faut encore les évêques anglicans et les bourgeois bornés pour s'imaginer que l'on a apprivoisé les fonds. Les soldats de Russie auront souffert comme jamais soldats n'ont souffert. Tous les anciens combattants de la Grande Guerre qui sont au front russe sont unanimes pour le dire. Être d'Europe, un Français n'est pas de France seul, un Français est d'Europe. Que demain les soviets déferlent, que devient la France seule? La France doit comprendre que ce nationalisme de restriction, c'est la caricature du nationalisme. Et voilà, mes chers camarades, pourquoi nous devons être unis. Europe dressée contre le communisme pour défendre notre civilisation, notre patrimoine spirituel et nos vieilles cités. Europe unie, parce que ce peuple doit mériter sa place. Alors ça, c'est une séquence quand même très intéressante parce que caractéristique de ce qui est devenu le fascisme européen en 1944. Le fascisme, c'est un nationalisme, c'est même un hyper-nationalisme. Or, qu'est-ce qu'on constate en 1944? Un Belge de la SS belge, les divisions SS Wallonie, venant parler à des SS français, la Légion des volontaires français. À ce moment-là, le fascisme est devenu un fascisme européen, un phénomène transnational qui se place sous le signe de la croix gammée. La croix gammée non plus comme symbole de l'Allemagne, mais comme symbole de l'ordre nouveau fasciste international. Et ça a déjà commencé avant la guerre. L'un des hommes qu'admirait le plus Brasillac, avec Doriot, c'était le Belge de Grelle. Mais là, on a véritablement un transnationalisme en action. Ce fascisme international, ces mouvements, cette ESS, c'est en gros, Marc Ferraud, les brigades internationales du fascisme. En Haute-Savoie, près de la Roche-sur-Foron, les GMR cernent un chalet repère de terroristes où se trouve entreposé un butin des plus variés. On met ensuite le feu au chalet qui avait été également transformé en prison par les maquisards. D'après les renseignements recueillis, se trouveraient enterrés ici les corps de 7 inspecteurs et commissaires de police enlevés le 8 janvier dernier par un groupe de maquisards. Les corps apparaissent. Tous sont atteints de balles tirées dans la nuque, selon la méthode mousquetaire.
Comment de tels crimes peuvent-ils se perpétrer sous le couvert du patriotisme? Pierre Milza, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais on a dit dans ce document, au nom du patriotisme. C'est bien la première fois que les actualités reconnaissent que les maquisards sont des patriotes. Peut-être subvertis pour Vichy, mais des patriotes quand même. C'est une première remarque. La deuxième, c'est qu'on ne nous dit pas que s'il y a des massacres dans la Haute-Savoie, pas loin du plateau des Glières, c'est aussi la suite d'un certain nombre d'exécutions que la milice a commises contre des résistants, contre des juifs, contre toutes sortes de personnes, les Bâches par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, et que ce sont aussi des représailles. On a l'air de croire ici que ce sont les résistants qui prennent l'initiative des massacres. C'est une contre-vérité flagrante et qui sera répercutée plusieurs fois par la radio. Au Pérou, près de Paris, sont célébrées les obsèques de Jean Gouin, président de l'Union nationale des combattants, en présence de hautes personnalités allemandes et françaises. Avant la guerre, ayant adhéré à la politique du rapprochement franco-allemand, Jean Gouin fut en 1934 le premier des anciens combattants à être reçu par le chancelier Hitler au cours d'une entrevue mémorable. Aujourd'hui, sous la présidence de M. Pierre Tétinger, c'est le 2e anniversaire du repas des gosses de Paris, auquel les petits chanteurs à la Croix de Bois apportent leur concours. À Luna Park, tous les jeudis, depuis 2 années, 400 orphelins de guerre ou enfants de prisonniers parisiens sont ainsi les hôtes de cette œuvre qui a fait sien ce mot d'ordre. Venir en aide aux enfants de nos absents est un devoir national. Actuellement, 20% de Français sont menacés de tuberculose. Pour lutter contre le terrible mal, dans tous les milieux, on multiplie les opérations de dépistage. Songez que sur 1 millier d'individus de 15 à 40 ans, 850 au moins sont destinés à être touchés par l'infection. Plus de 200 seront gravement atteints, 100 en mourront. Chiffre qui donne le vertige. Actuellement, nous disposons de 16 000 lits dans les préventoriats. Il en faudrait 50 000. Actuellement, 56 000 enfants sont soignés, 150 000 devraient l'être. Pour enrayer le mal, votre aide est indispensable. Achetez des timbres antituberculeux durant la grande quinzaine. Ne l'oubliez pas, souscrire, c'est servir le pays. C'est la fin du nettoyage du vieux Marseille, hein, du vieux port qui a été commencé, enfin, l'essentiel a été fait par le SS Auberg 1 an avant, en janvier-février 1943, sur ordre express d'Himmler, pour détruire ce repère de brigands qui était pour les Allemands et pour Vichy, le port de Marseille. Il faut savoir que beaucoup de Français, enfin certains Français ont applaudi à cet événement. J'ai retrouvé un texte de l'académicien Louis Gillet dans la revue Marseille en 1942 ou en 1943, où il dit en gros ceci, c'est l'enfer du péché et de la mort. Ces quartiers qui étaient autrefois, je cite de mémoire, habités par des patriciens, ont été abandonnés à la racaille, à la misère et à la honte. Alors en fait, de racaille, de misère et de honte, c'était le quartier italien. Il y avait là 20 000 Italiens, beaucoup de Napolitains, des petits pêcheurs, des petits commerçants, des petits artisans, des petits volivis. Encore lui, c'était un autre quartier. Et ces gens-là, 20 000 personnes, ont été déportés, rejetés de la ville avant la destruction de ce qui était considéré, on a bien entendu le discours, hein, on mélange la tuberculose, la lèpre, la racaille et les étrangers. C'est un discours qui n'a pas fini d'être repris jusqu'à nos jours, vous le savez. Le sujet suivant, Pierre Milza, n'a rien à voir en apparence, puisqu'il s'agit de la Roumanie et d'un boulevard qu'on va inaugurer à Bucarest. Pourquoi diable nous montre-t-on un boulevard qu'on inaugure à Bucarest? Quel intérêt ça peut présenter? Ben, l'intérêt, c'est les actualités doivent quand même dire un peu ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. L'intérêt, c'est qu'à Bucarest, on négocie, et maintenant tout le monde le sait, d'une part avec les Anglais et les Américains pour sortir de la guerre, et même avec les Russes. Et comme c'est un événement quand même essentiel, puisque la Roumanie était un des principaux alliés de l'Axe, on veut dire quelque chose sur la Roumanie, alors on parle de ce boulevard, mais on ne dit pas que c'est le boulevard de la paix, bien sûr.
Roumanie, la guerre n'a pas atteint la vie intérieure du pays qui est toujours aussi active. C'est ainsi que Bucarest, poursuivant la réalisation d'un vaste plan d'urbanisme, vient d'ouvrir à la circulation un long boulevard qui a changé la physionomie de toute une partie de la ville. Au Maroc espagnol, une école d'art indigène vient d'être créée. Elle compte 14 ateliers où les 250 élèves de l'école s'initient à l'art hispano-arabe de la céramique, de la maroquinerie, de la marqueterie ou du ciselage sur cuivre. La pêche au hareng a battu cette année tous les records. Dans cette vaste saurisserie de Bruges, des dizaines de milliers de harengs sont fumés journellement. Les poissons sont d'abord trempés durant 12 heures dans la saumure. Puis les harengs, enfilés sur de longues baguettes, seront placés au-dessus d'un feu de hêtre, de chêne et de sciure humide, produisant une épaisse fumée. Plus tard, ils seront prêts à être expédiés. Français, voici des nouvelles de nos travailleurs qui vivent aujourd'hui en Allemagne. Nos compatriotes ont su se plier à toutes les tâches. Ici, une équipe de boulangers fabrique chaque jour du pain pour plusieurs milliers d'ouvriers. Une attraction sensationnelle, équilibre sur un seul doigt, exécuté par Unus, dont l'index d'acier est célèbre dans toute l'Europe. De plus en plus fort. Et de plus en plus compliqué. Ana Nevada danse accompagnée par Raphaël Arroyo. Cette brune jeune fille de 15 ans est moins andalouse qu'elle ne le paraît. Elle se nomme Meunier, elle est française et ne parle pas un traître mot d'espagnol. Grosse affluence au palais de Tokyo pour le vernissage du 55e salon des indépendants. Un des clous du salon, un beau portrait de Derain. Le Montmartre de Kizé et les vieux quartiers de Paris de Hitier. Deux jeunes filles, l'une d'Urbain, l'autre de Le Breton. Puis la sympathique Colette Fleuriot par Kieffer, le village de Villeneuve-Loubet par Marcel Masson, un Dante de Barthélémy, un nu classique de Chauvel et enfin des fleurs somptueuses de Capon. Exposition originale à Paris. Roger Decaux, ancien opérateur d'actualité, devenu peintre aujourd'hui, expose ses dernières œuvres. Repérer les meilleurs angles de prise de vue, telle est la qualité maîtresse des chasseurs d'images, qualité que nous retrouvons ici. Ses anciens camarades sont venus voir Roger Decaux, qui essaie de les initier aux joies de la palette. Mais nos opérateurs semblent être plus à leur aise avec leur caméra. Du 12 au 19 mars, journée 1944 de la musique. À Vichy, le 18, le maréchal assistera à un gala, tandis que dans les cinémas et théâtres,
le portrait de nos grands musiciens sera vendu au bénéfice des œuvres de la musique. De village en village, des équipes vont procéder au crénitage des socs de charrue, opération qui prolongera leur durée de 8 à 10 fois. Ainsi va s'intensifiant la lutte contre l'usure des métaux. Un marin ancien prisonnier, aidé par sa famille, construit des modèles réduits de bateaux de guerre. Rien n'y manque, la ressemblance est parfaite, mais le moteur est un modeste élastique. Au large des côtes des Tuileries, rencontre d'un sous-marin et d'un contre-torpilleur. À Maison Lafitte, sport gai mais charitable. Les jockeys ont relevé le défi des boxeurs en football. Voici Eloussine, Marcel Phil, Yvon Petra qui porte en triomphe le jockey Tintin allemand. Sous l'œil de l'arbitre Mistral, Phil et Allemand, capitaine, échangent cravache et gants. Les jockeys jouent en blanc. Petra, 1,97 m, attaque au milieu de ses jockeys pygmées. Il réussit une passe à la touche, pour la plus grande joie du public. De nouveau, Petra cravache, mais d'un beau direct, les boxeurs marquent et Allemand en est tout désarçonné. 6 fois, ainsi il ira au pâquerette et son vis-à-vis Alrené une seule fois. Impossible de ne pas repérer Petra, très à l'aise sur les balles hautes. Il, lui, est reconnaissable à son crâne. L'ex-champion du monde signe un ballon qui sera vendu 27 000 francs aux enchères. Le grand amiral Dönitz, chef suprême de la marine allemande, inspecte les équipages de sous-marins et de bâtiments légers dits d'avant-poste. Front italien dans le secteur du Mont Cassin. Les colonnes de ravitaillement partent vers les avant-postes perdus dans la montagne. Les avions de combat attaquent. Le célèbre monastère du Mont Cassin avant le bombardement de l'artillerie américaine. Ce qui reste aujourd'hui de ce monument de la civilisation, maison mère de l'ordre des bénédictins et qui fut fondée en 530 par saint Benoît. L'abbé du Mont Cassin quitte le monastère pour Rome. Castel Gandolfo, résidence d'été du pape, a été également détruit. Des ruines, des milliers de sans-abri, des merveilles artistiques anéanties, voilà ce qui reste d'un des plus beaux pays du monde,
depuis que la guerre, à la suite du débarquement anglo-américain, s'est déchaînée sur son sol. Oui, alors Cassino, c'est un tournant important de cette guerre en Italie. On a vu la dernière séquence, on insiste lourdement sur la destruction du monastère. Bah oui, il a été détruit, le monastère. Les Allemands étaient dedans, hein, ils s'étaient retranchés, et il est clair qu'il ne pouvait pas ne pas être détruit. Alors Cassino, on ne sait pas très bien si ce sont les Allemands qui ont arrêté les Anglo-Américains ou le contraire. Je veux dire que l'impression qu'on a, nous, c'est qu'il y a un déferlement des Alliés, et puis un verrou allemand. Mais c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. C'est qu'après l'occupation de la Sicile, il y a le débarquement à puis l'armistice italien, il y a le débarquement à Salerne, et là, les Anglo-Américains ne sont pas encore très forts. Hein. Ils gardent toutes leurs forces pour la Normandie un peu plus tard, alors que les Allemands déferlent depuis le nord. Et en fait, je crois que c'est plutôt les Alliés qui bloquent les Allemands à Cassino que le contraire. Ah, vous savez que la bataille va durer 6 mois, 7 mois. Enfin, le verrou de Cassino va tenir 7 mois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Marc Ferraud, de cette affiche. Moi, j'étais gosse, mais enfin, on voyait ça dans le hall de la gare Saint-Lazare, puis partout sur les rues de Paris. On voyait une botte italienne, c'est une affiche allemande évidemment, on voyait une botte italienne avec un escargot qui montait lentement le long de la botte, un petit drapeau anglais, un petit drapeau américain, et puis qui était bloqué à Cassino. Il y avait aussi une chanson à Radio Paris, c'est devant Cassino que je t'écris, ma bonne vieille mère. C'est un soldat américain qui blanchissait sous l'arnois. 20 ans après, il était encore devant Cassino. Alors pour comprendre Cassino, il suffit de regarder les images. C'est une plaine extrêmement étroite, bordée de 2 falaises de montagnes. Et les Alliés ne pouvaient pas passer dans la plaine, hein. Donc il fallait attaquer par les 2 flancs. Alors sur le flanc où il y avait le monastère, ils se sont cassés les reins, ils ne sont pas passés. Et finalement, Juin a réussi par surprise à faire passer ses goumiers de l'autre côté, à déboucher dans la plaine et à faire reculer les Allemands. Mais tout ça a duré 6 mois ou 7 mois. Ça a véritablement été l'un des grands verrous de la guerre. Après, les Allemands vont reculer au-delà de Rome et se fixer de nouveau sur ce qu'on appelle la ligne gothique entre Pise et Rimini. Ils tiendront pratiquement jusqu'à la fin, hein, jusqu'en avril 1945. Après, c'est la débattre vers le nord. Mais c'est important pour comprendre le reste. La coupure en 2 et la nature de la guerre civile italienne, c'est qu'ils vont rester quand même, les Allemands, 18 mois dans ce territoire. L'Italie est coupée en 2 pendant 18 mois. À propos de guerre civile italienne, je voudrais vous poser une question. Tout à l'heure, on a évoqué, dans la zone nord, les communistes qui se battent contre la République fasciste de Salo et de Mussolini. Dans la zone sud, enfin dans cette partie où maintenant il y a un nouveau régime, etc., est-ce qu'il survit des forces fascistes ou autres? Non, c'est la débandade complète. C'est la débandade dès le départ. Il y aura quelques résistances au tout début, mais ensuite, dans la partie occupée par les Alliés et par les Italiens de Badoglio, il y a un démantèlement complet, une disparition complète du fascisme. Et l'opinion publique? L'opinion publique, elle a déjà basculé bien avant. Hein. L'opinion publique, elle a lâché le régime et non seulement l'opinion publique, mais les chefs fascistes. Ils ont lâché le régime des 42. Il y a un grand enthousiasme, il y avait un grand sentiment de lassitude, et il y a un grand sentiment de soulagement à voir la guerre se terminer. Au fond, en France, on trouve un petit peu la même chose aussi. En ce sens qu'en 1944, il n'y a que les militants du fascisme qui se regroupent et se durcissent, mais la population ne leur est pas favorable. Quand la population est défavorable au maquisard, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs autour du maquis de Guilherme, en général, quand elle l'est défavorable, c'est plutôt par peur des représailles que par hostilité à ce qu'ils incarnent. Et peut-être qu'en France, on n'a pas assez insisté, je crois, sur ce point. C'est que la résistance était populaire et impopulaire simultanément. Impopulaire parce qu'elle attirait des représailles, populaire parce qu'elle correspondait quand même à la majorité des sentiments de la population. Au fond, ce que les Français attendaient, et c'est ce que Pétain encourageait chez eux, c'était d'être délivrés de l'extérieur en restant tapis. Alors qu'en Italie, j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte d'explosion participative très très grande du Nord et du Sud. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce Oui, point? tout à fait. D'abord, malgré tout, la différence entre la France et l'Italie, s'agissant des fascistes, c'est que le fascisme a été un phénomène de masse en Italie, que le parti fasciste et la milice fasciste, ceux qui vraiment s'étaient mouillés dans le régime, ont été beaucoup plus nombreux. Alors, bon, il y a quand même eu des forces plus importantes du côté fasciste que du côté des fascistes français et des collaborateurs. S'agissant de la population, c'est quand même un petit peu la même chose, hein. La masse de la population est quand même très attentive, songe surtout à sortir de la guerre, voir arriver les Anglais et les Américains avec soulagement. De là à passer massivement dans les rangs de la résistance, non. Mais enfin, quand même, hein,
très rapidement, les exactions fascistes, les représailles fascistes, elles sont terribles et ça dure longtemps, vont faire basculer toute une partie de la jeunesse, en particulier dans les rangs des partisans. Et ce qu'on a ignoré en France, et qui commence à partir de maintenant, c'est que la résistance italienne dans le Nord, comme la participation des Italiens à la guerre en général, va faire beaucoup de morts. Et beaucoup plus de morts qu'on l'a cru. Il y a eu beaucoup plus de morts italiens tombés contre les Allemands, finalement, qu'il y en avait eu de l'autre côté, et ça va durer très longtemps. Et ça, au fond, c'est une image qu'on n'a pas eue en France parce qu'on avait gardé le coup de poignard dans le dos comme image du rôle de l'Italie pendant la guerre. Et tout ce qui s'est passé à la fin, au fond, l'histoire l'a un peu effacé. C'est vrai. Mais c'est un peu grâce à vous, Milza, qu'on a pu restituer cette vérité. C'est vrai qu'on avait un peu sous-estimé le poids de cette résistance, et de même qu'on avait un peu sous-estimé en France, parce qu'en Italie, ils ont été spectateurs tout de suite, la férocité de cette guerre civile. Forcément, hein, à partir du moment où ça dure un an et demi, les deux camps vont se radicaliser, et c'est une guerre féroce. Féroce d'abord du côté des fascistes, les brigades noires, hein, le prince Borghese et les brigades noires, la milice, qui va véritablement se conduire de façon terrifiante hein, dans toute l'Italie du Nord, notamment dans le Piémont et en Lombardie. Et puis, quand arrivera la libération, mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui, également des actes de grande férocité, également de la part des résistants. Vous savez, on voit ça dans le cinéma italien, hein, le Novecento de Bertolucci ou les Nuits de San Lorenzo nous montrent un pays déchiré, des villages déchirés, des familles déchirées. Dans le village dont je suis originaire, les familles, y compris la mienne, se sont entretuées entre fascistes et antifascistes. Merci Pierre Milza pour cette intervention, j'allais dire participative. La semaine prochaine, nous verrons d'une part des actualités allemandes et d'autre part, pour la première fois, Histoire parallèle, des actualités espagnoles.